Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous recevoir ici dans l'antre du Philo-Bistrot de l'Alliance française de Sydney. Et ce soir, le Philo-Bistrot a l'honneur d'accueillir une légende vivante de la flûte traversière. Depuis 40 ans, elle enchaîne les concerts et elle enchante le monde entier, de l'Opéra de Sydney à Paris, en passant par Atlanta, le Brésil, Hong Kong, Canberra, il y a quelques jours, et bien d'autres. Formée auprès des maîtres français Jean-Pierre Rampal et Alain Marion, son album An Australian in Paris a été numéro 1 dans le top 50, si je peux l'appeler ainsi, de la musique classique australienne et nominée pour les ARIA Awards. Elle a partagé les scènes avec les plus grands et ses 24 albums, ont touché des millions de cœurs à travers le monde. Chevalière de l'ordre des arts et des lettres, alchimiste aux 1000 visages, elle est tantôt conteuse, tantôt comédienne, tantôt musicienne, tantôt égérie, burlesque et sulfureuse. Attention, ça brûle, elle sublime le classique, elle enflamme le jazz, elle caresse la pop. Et sa flûte d'or et sa voix, sa vie, son cœur, elle est la plus française des Australiennes, à égalité avec Julia Zemiro. Accueillez avec moi, dans un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, l'incomparable Jane Russell. Je parie que c'est la première fois que j'arrive sur scène avec mon sac à main. Directement de l'avion ou de la voiture, puisque tu étais à Canberra il y a quoi, il y a 2 jours, pour un concert. Oui. Eh ben, on va parler de tout ça. En tout cas, bienvenue. Ça fait un très grand plaisir de t'accueillir ici ce soir. C'est vrai que avec cette soirée, je finis une période extrêmement busy dans ma vie. Et en fait, j'ai appelé demain avec aucune référence de Monsieur Donald Trump. C'est ma journée de libération demain parce que pendant 2 mois, je n'aurai que plusieurs enregistrements à compléter, à finir. Et donc, si je suis un peu fatiguée ce soir, vous allez m'excuser. Je ne souffre pas, mais je suis très contente d'être là. Très bien. Et je crois qu'il y a quelques personnes dans le public que tu connais depuis de longues années. Oui. Alors, il est de coutume de reconnaître nos guest of honors, comme on dit. Donc, je ne sais pas, il y a Yverno présent, il y a Joël. Et aussi Sharon Minehan, qui est une copine à moi pendant 2 ou 3 jours quand j'ai joué à Buenos Aires. C'était Madame l'ambassadeur de Argentina. De l'Australie. Oui, de l'Australie en Argentine. Et j'avais fait des concerts à l'ambassade et c'était très sympa. Et on s'est perdu après. Et maintenant, ce soir, après une longue période, on se revoit. Donc, c'est passionnant. C'est aussi ça le but du Philo-Bistrot, c'est de renouer les contacts et voilà, de créer une plateforme pour tout ça. Donc, au programme ce soir, on va avoir beaucoup de choses. Jeanne, et parfois, on va s'asseoir, hein, on va s'asseoir quand même. Donc, on a un programme assez chargé pour ce 29e Philo-Bistrot. La télécommande. Philippe, la télécommande. On marche pas. Je trouve que cette soirée, pour moi, ça marque vraiment la fin d'une période très chargée. Et depuis quelques années, j'ai mon série de concerts à Sydney. Avec Covid, j'ai eu
quelqu'un dans ma famille. Ma mère a décédé, je m'en occupais d'elle. Je voyage beaucoup et, et depuis quelques jours, je commence à me dire quelques semaines, j'ai très envie de faire les choses, d'avoir le temps de faire les choses comme ça dans la communauté et de partager et de donner aux gens, pas seulement avec le travail de ma musique, mais de me remettre dans des trucs un peu sociaux comme ça. C'est très sympa d'être là. Très bien. Enfin, nous aussi, on est ravis et on trouve ça très sympa de te recevoir. En tout cas, avant de nous lancer, donc, on a le programme de ce soir. Je ne sais pas si tu peux le voir. Il y aura un prélude, un acte 1, acte 2, entracte, 3, 4 entractes et un acte final enfin. Ok, très Donc, bien. un long programme. C'est un Euh, opéra. voilà, c'est un véritable opéra. Si la télécommande marche, parce que sinon, on va improviser, hein, mais c'est comme ça la technologie. En tout cas, avant de nous lancer avec ce prélude initial, je tiens à faire référence aux dizaines d'échanges, voire aux centaines d'échanges qu'on a eus, toi et moi, alors que ce soit par SMS, par Oui. email, par téléphone. Peut-être qu'il y a eu aussi des cris par la fenêtre, des messages capturés Oui. sur Siri dans la voiture, parce que tu es souvent, À l'arrache, moi. souvent en voiture. Donc, je Vous me suis... connaissez l'expression à l'arrache? It means, c'est quoi directement? It means when you're doing everything on the hop tout le temps. Et j'ai dit dans un texto, excusez-moi, j'interromps tout le temps. J'ai dit dans un texto, c'est une vie à l'arrache, excuse-moi, je t'envoie des textos, des mails, des coups de fil comme ça. Mais c'est exactement ça auquel je voulais faire référence. Donc, tout à fait en ligne avec le programme de légèreté et de poésie de ce soir. Euh, Tu m'as parlé d'un terme qui est la vie à l'arrache. C'est ça. Donc, Jane Rutter, c'est la vie à l'arrache, entre voitures, les concerts, les textos, etc. Donc, est-ce que tu peux, en guise de prélude à cet opéra, nous dire en quoi ça consiste la vie à l'arrache et à quoi ressemble ta vie d'artiste aujourd'hui? J'avais un impresario, un agent qui m'a dit, Jane, je crois que tu n'as pas qu'un cerveau. Tu es comme un octopus qui a 8 cerveaux qui circulent tout le temps. Et c'est vrai que moi, je te comprends pas, souvent pas, parce que j'ai l'impression que tu as euh, les planètes qui t'entourent avec tes cerveaux. Et toi, tu les liens, il y a des liens pour toi-même, mais et puis tu changes. Alors c'est un peu comme ça ma nature. Et je crois que j'avais une jeunesse très libre et très soutenue par mes parents qui m'ont laissé expérimenter dans toutes les choses qui m'intéressaient. Et je crois que ça m'a permis de mener plusieurs chemins à la fois. Et je crois que finalement, une vie d'artiste et d'avoir une personnalité artistique, c'est comme ça, c'est pouvoir prendre l'énergie d'une idée et le remettre ici. Alors, je suis un peu comme ça. Et à mon âge, c'est vrai que j'étais moins fatiguée il y a 30 ans. Et maintenant, j'essaie de faire plus de méditation et de prendre le temps parce que j'arrive à un moment dans ma vie où je me demande vraiment beaucoup de moi-même et il faut que je m'arrête un petit peu et que je reprends le temps de m'amuser, de bonheur, d'être avec des copains comme vous et de ne pas être toujours sur scène ou toujours en train de parler, de travailler sur mes plusieurs projets. Donc, c'est la raison pour laquelle que je vais finir. J'ai 3 albums à finir. Donc, je m'arrête pendant 3 mois pour les finir. Et au lieu de, oui, voilà, vous voyez un peu le truc. Voilà. 3 albums. Mais Mais tu as un anti-travail, quoi. je les ai déjà commencés D'accord. et tous les 3 sont à peu près 80% finis et ils traînent pendant quelques années maintenant. Et c'est comme si j'ai quelque chose sur le dos qui est lourd que je dois finir. Donc, j'essaie d'être un peu raisonnable avec
mes temps perdus, disons. Très bien, ben, merci. Donc passons à l'acte 1 maintenant et commençons, merci Philippe, par le début, c'est-à-dire ta jeunesse. Ah oui. Ta jeunesse. Mais c'est Et- vachement recherché, ça. C'est bien, c'est très bien. C'est pas moi, mais ouais, félicitations, Olivier. OK. merci, merci pour le compliment, je le prends. Donc on va commencer par le début. Quel est ton premier souvenir musical? J'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans. J'étais dans le salon, peut-être la salle de télévision chez mes parents, et j'avais créé une chanson. Je la chantais, cette chanson. Et tout de suite après, j'avais cette idée que d'être un peu déçue que je ne savais pas comment l'écrire ou l'enregistrer parce que je savais que j'allais oublier la chanson et j'avais très besoin qu'on m'écoute ma chanson. Alors c'est la première idée que je me rappelle et j'étais très jeune. Et après, vers l'âge de 4 ans, j'avais toujours la musique. Maman était très musicienne et on avait un piano, il y avait les disques records ou je sais pas, je montre mon âge, mais on avait un stéréo et grande comme un meuble et il y avait un microphone et on pourrait chanter avec le disque. Enfin, euh, j'avais un babysitter qui était en train d'apprendre à être professeur dans les écoles et elle apprenait la flûte à bec. Et moi, j'étais ravie. Et c'était une époque où mes parents sortaient assez souvent. Donc, elle m'a fait apprendre la flûte à bec. Sauf qu'elle n'était pas très... euh, c'est quoi le mot? In English. Ah, je ne trouve même pas en anglais. Expérimenté Hmm. comme professeur. Donc, elle m'a laissé apprendre avec en miroir. J'étais en face d'elle. Donc, j'ai appris avec la main droite en haut. Donc, il fallait que je réapprenne plus tard. Mais voilà, la flûte à bec à 4 ans, 5 ans à peu près. Ah, bon, merci, merci. Pour couvrir cette jeunesse aussi, et notamment ta jeunesse à Paris, on va Oui, regarder un bien film. sûr. Donc c'est un extrait de ton film qui s'appelle Une Australienne à Paris, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui dure Merci, 1h30. Olivier. Donc c'est un long métrage, Bigger Than Life. C'est à la fois baroque, c'est un film que je qualifierais de total, un film total avec de la musique bien sûr, mais aussi de la poésie, de la littérature, du cancan, du burlesque, du jazz, de la pop, de l'humour. Donc qui correspond à tous tes cerveaux voilà, d'octopus, comme tu disais. Mais ce n'est pas seulement ça, Olivier. C'est parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai, j'ai trouvé chez mes deux profs de flûte euh, un amour pour la vie et pour toutes les choses. Et cette idée d'aller vivre à pleine force et de reprendre tout ce qu'on expérimente dans la vie et remettre ça dans la musique. Et c'était 2 hommes tellement passionnants. C'était pas des profs de flûte, c'était des gourous. Et tous les étudiants voulaient être avec eux. On voulait être comme eux. On voulait jouer comme eux, vivre comme eux. Donc, euh, le monsieur, le directeur de l'association Jean-Pierre Rampal, quand il a vu mon film, il a dit, c'est tellement bien que tu mets tout ce que tu as raconté sur la culture française dans ce film, parce qu'en fait, la flûte française est basée sur cette culture, et c'est le moyen le plus efficace et plus parfait pour montrer ce que c'est la flûte française et l'école Rampal. Et on va en parler de ça plus tard. Très bien. On va regarder le film et puis après Bien sûr. on se retrouve après. Donc on va faire tomber peut-être un peu la lumière et tu peux te mettre où tu veux dans la salle. Ok. OK.
my form. And my flute teacher said to me, Jane, have you thought about what you might do next year? Perhaps you could ask your parents to send you to Paris. I think you're good enough to study with Jean-Pierre Rampal. God, Jean-Pierre Rampal, the greatest flute player in the world. Hey, Dad, you know how you said you'd support me through uni? Well, how about you guys support me through uni in Paris? My dad wanted me to be a scientist, and Mum knew she'd miss me. But I am a gypsy spawn, a child of the senses, snatched from the head as a baby and taught to sew a fine seam by my gentle mother. I'm attracted by the intuitive, the moment, and magic. My mind is vagrant. My heart belongs to drum beats, the sound of panpipes, sunshine, and you. I liken love to an earthquake. Lack definition, and yet have a strong sense of the air that I blow. Zephyr is my friend and assistant. I am his apprentice. I would, when I catch my breath and play my flute, lull gently, tear down houses, whip up the waves, carry the boats, sing in the trees, pulse through others' hearts, dry the tears, and scatter the sand. This city of light, cultivated hope and despair, daily hands me the threads of my destiny, to live expansively with passion and abandon, like Edith Piaf, the little sparrow of Paris.
Bravo. Ça nous donne un petit aperçu voilà, de ta vie bohème à Paris, qu'on a envie tous, je crois, parce que c'est quand même la vie rêvée Oui. de pas mal de gens, en tout cas, qui ont une fibre artistique. C'était comment la vie de tous les jours à Paris? À quoi ressemblaient tes Au journées? début, c'était vraiment difficile parce que je ne trouvais pas Jean-Pierre Rampal et ma vie à Sydney, j'étais dans le lycée du conservatoire de Sydney. J'avais une vie un peu dorée. J'allais à la plage. On habitait à Mosman. J'étais entourée de l'amour et du soutien de mes parents et mes professeurs. J'étais dans le Sydney Youth Orchestra et je jouais à l'opéra de temps en temps. J'ai même joué avec the Australian Chamber Orchestra quand ils étaient juste sur leur naissance. Et puis j'arrive à Paris et je suis seule. Je n'ai pas encore trouvé mon prof de flûte. Pendant quelques mois, j'étais vraiment perdue. Et puis un jour, je rencontre je demande à un monsieur de mon âge dans la rue Saint-Michel, je lui ai demandé l'heure. Est-ce que vous avez l'heure, monsieur? Excusez-moi. Il m'a répondu en anglais. What are you speaking in bleeding French for? You know, I'm English. Et pourquoi, je vais changer en français. Pourquoi est-ce que tu as une flûte sur ton bras? Et je lui dis, bah, je suis une Australienne, je cherche à connaître Jean-Pierre Rampal, mais je ne le trouve pas. Et il m'a dit, mais personne vraiment, Rampal, c'est un grand star, il faut aller écouter les classes de Rampal, mais si tu veux vraiment bien apprendre la flûte, il faut étudier avec Alain Marion. Moi, je suis flûtiste aussi, et euh, tout le monde vient pour apprendre la flûte chez Marion, qui est liée avec Rampal, et ils font des choses ensemble. Et où est-ce que tu habites? J'habite la cité universitaire à la fondation des États-Unis. Non, la fondation, la maison, comment, Le collège collège franco-britannique. le collège franco-britannique. Et c'est vraiment pourri comme endroit. Il m'a dit, Oh darling, don't I know it? I live there too. Et il m'a dit, tu me rencontres demain à midi et je t'amènerai au Conservatoire de Paris, je te présenterai à Alain Marion. Et le lendemain, j'ai rencontré Jim, il s'appelle, et il m'a présenté à Monsieur Marion qui a euh, découvert que j'avais passé le premier coup d'un grand concours. Et puis il m'a pris comme élève et le reste, c'était vraiment une grande coup de chance pour moi d'avoir demandé l'heure de quelqu'un. Voilà. Coup de chance ou coup du Oui, destin ou peut-être. destinée. Et il y a une phrase, en fait, que Jane Rutter a dit dans une interview et qui m'a frappé Oui. et qui m'a renvoyé aussi à ma propre condition de mortel, je dirais. Et ces mots sont les suivants. Donc, c'est en anglais, désolé, c'est en français, mais je fais une petite exception. Euh, If you are lucky, a few times in your life, the roads are finally converging. And you finally understand why you are on the road you are on and why you took that road. C'est C'était un vraiment, de ces moments? oui, c'est vrai que les chemins, peut-être, oui, si vous êtes chanceuse, les chemins se croisent peut-être deux, trois, quatre fois dans la vie. Et oui, c'est vrai. Cette histoire de avoir un professeur qui avait de flûte à Sydney, qui était anglais, qui avait étudié au Conservatoire de Paris, qui m'envoie, mais qui me présente pas aux personnes. Il m'a dit, vous pouvez y aller, juste arriver, vous allez vous débrouiller. Et de rencontrer Jim. Et Jim est devenu comme un frère. C'était un grand flûtiste, ce monsieur anglais. Il avait mon âge. Et après, j'avais rencontré Alain Marion. Et avec ma personnalité qui est, je suis chaleureuse et je
j'ai rencontré deux professeurs de flûte qui venaient de Marseille, de l'école de la flûte de Marseille, parce que le père de Jean-Pierre Rampal, c'était aussi un grand flûtiste, c'était le professeur de flûte au Conservatoire de Marseille. Et il cherchait à mettre le coup de soleil dans la sonorité de la flûte, d'embrasser euh, d'embrasser les gens qui écoutaient leur son avec euh, cet esprit latin qui était un peu avec des possibilités de se bagarrer un peu, mais aussi d'être très chaleureux et très latin. Alors, c'était exactement ce qu'il me fallait comme personnalité. Et c'était pas l'écoute, c'était pas la flûte de Paris, mais grâce à eux qui sont venus de Marseille s'installer au Conservatoire de Paris pendant une époque à Paris, c'était vraiment l'époque dorée de la flûte. Enfin, depuis des centaines d'années, mais pour moi, pour ma personnalité, c'était ce qu'il me fallait. Et tu avais quel âge à l'époque-là? J'avais 18 ans, juste 18 ans. Ouais. Et il faut dire aussi que avec ma mère était très amateur d'apprendre des langues. Elle parlait un petit peu le français, l'italien pas mal. Quand j'étais teenager, assez jeune, elle voulait apprendre Bahasa Indonesia et elle m'a invitée avec ma famille, mon frère et mon père. Nous sommes allés à Bali quand j'avais 13 ans. Et un soir, et Bali était vraiment, il n'y avait pas de touristes à cette époque, et on restait dans un bungalow qui était un hôtel qui faisait partie du palais des rois à Ubud. Et moi, j'avais entendu avec ma flûte argentée de l'école, et j'essaie de mimiquer les sons des flûtes balinaises. Et ma mère est venue frapper à la porte. Elle m'a dit, Jane, viens voir. Et je sors du bungalow. Il y avait une vingtaine d'hommes dans leur costume balinaise qui jouaient la flûte pour moi. Qui m'ont fait un concert avec leur flûte bambou. Et moi, j'étais une enfant, donc je trouvais que c'était fantastique, mais oui, c'est bien comme ça. Et maintenant, quand je vois ça, je crois que mon esprit a été envahi par les esprits de ces hommes, parce que je cherche toujours à avoir cette qualité dans la flûte, de qualité de bambou, du temps passé parce que la flûte, c'est la plus vieille instrument du monde, la flûte on a trouvé une flûte qui a 42 000 ans. So, et voilà, alors je crois que c'était un coup de magie à l'âge de à peu près 12 13 ans qui, après, quand j'étais à Paris, je me souvenais de ça et je me suis dit peut-être que c'était un calling, c'était la flûte Ouais, qui bien sûr. m'appelait, voilà. Il faut se souvenir que le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Et Oui, donc, toutes les c'est expériences qu'on a pour avant moi. 25 ans, bah, c'est formaté. Oui, oui, C'est-à-dire que c'est très formatif, je veux dire, oui, oui. transformatif, toutes les expériences qu'on a, bah, bien sûr, durant l'enfance, mais jusqu'à 25 ans, ce qui est quand même Oui, extraordinaire. Moi, je ne savais pas. Donc, qu'est-ce que. Tu en as un peu parlé par rapport à Bali, ce qui s'est passé à Paris, mais est-ce qu'il y a une expérience en particulier à Paris qui, pour toi, a marqué ton cerveau et a été transformateur pour le reste de ta vie? c'était. Ben, j'ai expérimenté tellement de belles choses à Paris aussi. Et une fois vraiment bien installée, j'avais finalement trouvé une chambre qui m'allait à l'université. Et puis, j'ai rencontré des copains français, américains, anglais, des flûtistes et d'autres étudiants. Mais à part ça, la vie parisienne pour moi, c'était l'idée de mes professeurs de flûte de vraiment euh, trouver sa personnalité à soi-même depuis le son qui existe à l'intérieur euh, de soi-même et
de pouvoir raconter une histoire, une belle histoire de la vie, de toutes tous les côtés de la vie qui existent, qu'on pouvait montrer, ce qu'on peut montrer avec une voix, on peut aussi bien montrer avec une flûte. Et dans mes premières leçons de flûte avec Alain Marion, euh, par exemple, il m'a dit, mais merde, qu'est-ce que tu as? Il faut jouer plus fort. Tu n'es pas, il faut être plus fort. Et puis, il m'a serré comme ça, les épaules. Et puis, il aimait faire la chasse. Et ma première leçon de flûte, il avait un fusil à chasse sur la table. Je me suis dit, bah, ben, je suis tombée sur un fou. Et puis, il m'a dit après avoir il m'a serré un petit peu. Il a dit, mais il faut mettre de la passion dans ta musique. Et puis après, il m'a dit, tu peux jouer fort et tendre. Tu peux me faire pleurer avec tes histoires. Et plus tard, il m'a dit, il faut être comme chez Sherazade. Tu vas raconter toutes les histoires qu'on peut. Et tu dois jouer comme le faune. Tu vas penser à Nijinsky. Et chaque leçon, et aussi avec Rampal, il parlait des images et des possibilités, comme si on était un écrivain qui n'a pas encore écrit Harry Potter. C'était comme vraiment tellement plein de magie et de choses merveilleuses, les histoires et même la manière on finissait une phrase et Alain particulièrement, prenez la flûte. Il a dit, mais préparez ça et pensez à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense je suis je suis dans les Alpes, parce que quand tu en sens, tu as jamais entendu un corps alpin et c'est une langue son un peu silencieux qui t'attrape en parvenant l'eau l'eau silencieuse du lac. Donc, c'était toujours, vous pouvez voir comme je suis toujours passionnée par ça, de encourager, d'inspirer les jeunes comme ça, comme moi j'étais inspirée. Quand j'enseigne, j'essaie de faire pareil. Et c'était ça, finalement, la plus grande chose de ma vie. Réellement, cette manière d'enseigner avec tant de générosité, de l'esprit et de l'amour pour la vie. En tout cas, merci de partager ça avec nous. On sent la passion, mais on sent l'émotion aussi. Quand on revient dans le passé à ce moment fondateur où justement Oui. tu fais sortir ta personnalité Oui. qui vient du sang. Et je vais aussi vous dire une chose assez drôle. La première leçon de flûte, quand il m'a dit c'était pas assez fort et pourquoi j'étais si faible avec mon son, c'était t'es trop gentil avec ton son, pourquoi tu joues? Faut être comme. Il m'a dit il faut manger de la viande. Et j'ai dit bah non, je suis végétarien, moi, monsieur. Il a dit non, 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 pas possible. Tu peux pas rester comme étudiante chez moi si tu ne manges pas de la viande, va manger de la viande et après, tu reviens la semaine prochaine et je te prendrai comme élève si tu manges de la viande. Je dis, ok, d'accord. Je vais poursuivre pas sur le thème de la viande, mais sur le thème de la passion. On va passer à l'acte 2, qui est maintenant un peu sulfureux. Donc attention les yeux, ça va brûler un peu seulement parce qu'on est quand même grand public hein, au Philo Bistrot. Mais Jane, donc c'est certaines couvertures de tes albums dans le passé. Et c'est aussi cette fois jouant avec brio de ta flûte, bien sûr, mais aussi jouant de ton charme. Et on comprend clairement que Jane, c'est une artiste totale. Hein, que c'est une stand-up comédienne plus qu'une artiste, une artiste libre, une flûtiste d'un autre genre. En tout cas, moi j'ai l'impression que ton travail, c'est pas simplement flûtiste, c'est vraiment performer, avec la flûte au cœur de ça. Maintenant, il faut qu'on en parle d'une chose, parce qu'il y a un de tes maîtres français qui t'a demandé, il faut que tu joues comme une femme de petite vertu.
il faut que tu joues comme une femme de petite vertu. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bah, c'était sur un morceau particulier où il voulait que je sois très coquette dans ce morceau. Donc, c'était pas sur moi. Euh, une femme de petite vertu, ça veut dire une pute. Mais il l'a dit d'une manière assez gentille. Mais c'était un morceau particulier. D'accord. Donc, il m'a pas demandé ça juste dans une général. maison en général. Mais c'est vrai il nous a encouragés de ne pas être pudiques et de pouvoir séduire les gens avec la musique et de pouvoir se déshabiller émotionnellement et spirituellement et de se montrer en parvenant la musique et de ne pas être enfermé, d'être très ouvert avec nos émotions et que la voix de la flûte et le son devrait montrer tous les cadres de la vie humaine. Donc, c'était à peu près lié à cette idée. Et oui, ou des fois, jouer avec une sonorité qui rassemblait à une flûte en bambou, mais très rude, une flûte ou une trompette qui était un peu hargnant. Donc, ils étaient toujours en train de nous encourager à choisir l'image et mettre l'image dans la musique. Et ça me convenait comme personnalité. Et on le voit ce soir, tu as un vrai talent pour aussi créer un rapport avec le public. On le voit ce soir, hein. Je peux partir en fait, hein. Jen, elle fait son show elle-même, hein. Elle va faire les questions, les réponses et jouer aussi. Mais si on pense simplement, quelle est la chose qui te permet de créer l'intimité avec un public Je crois que c'est l'amour. Comme Bette Midler, je suis très fan à Bette Midler. Plutôt ses premières années de chanteuse et d'être dans le cabaret. Mais elle a dit, I love people, they're my species. Et je crois que, en fait, je dis ça un peu pour rigoler. J'ai toujours pensé ça un peu. Mais c'est vrai que moi, je pense, et je vais vous parler d'un poème soufi. Et les soufis croient un peu quantum physics qui commence à s'exprimer en science en ce moment, qu'ils découvrent en ce moment que l'univers et nous, les êtres humains, c'est la même chose, c'est une chose. Nos pensées, c'est une chose et ils pensent maintenant, depuis quelques mois, que l'univers, how do you say conscious? conscience. Voilà, le plus difficile, le plus pareil en français pour les étudiantes français. Oui, est conscient. L'univers est consciente. Et moi, j'ai toujours à peu près ressenti cette unification avec tous les gens dans la salle, avec les êtres humains, avec la planète, le solar system, tout. Alors, je crois que pour moi, quand je joue de la musique et je me mets dans ma sonorité, je crois que en tant qu'être lié spirituellement, émotionnellement, physiquement, et c'est quoi l'autre? Spiritual, intellectuellement. Quand tout ça c'est lié et tu es dans ton truc, les sportifs l'appellent ça le zone, dans le zone. Le public entend ça et on est tous pareils dans la musique, dans le voyage de la musique. Alors, je crois que c'est pas que je veux vous séduire comme ça, mais je voudrais plutôt vous convaincre de cette philosophie qu'on est tous ensemble et qu'on voyage ensemble et que
que appartions tous à la À la même, même espèce. oui, à la même espèce. C'est ça. Et j'ai toujours cru ça. Et Mm. j'ai ressenti ça quand j'avais appris à Paris. Mm. Alors, il y a plusieurs modèles dont tu fais référence dans le film, et notamment une certaine, euh, vous la reconnaissez, Joséphine Baker. Oui. Et, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, en tout cas à cette époque-là. Ma question, c'est si tu étais resté à Paris, serais-tu devenu une autre? Qui serais-tu aujourd'hui si tu étais resté à Paris? Bah, je ne sais pas. On m'a offert une poste dans un bon conservatoire comme prof de flûte. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en Australie, j'avais la liberté de vraiment euh, faire mes idées à moi-même sans être entourée de cette plus vieille culture française. Je trouvais Paris, après avoir passé à peu près 4 ans là-bas, un peu renfermé pour moi. En rentrant, non, c'est toujours mon deuxième chez moi à Paris. J'adore Paris, mais je crois que j'avais besoin de venir en Australie et de mener mon chemin un peu différent. J'ai formé un groupe qui s'appelait Posh avec un copain du lycée du Conservatoire de Sydney. Et on a commencé à écrire de la musique de chambre qui était moitié jazz, moitié classique. Et c'était vraiment euh, c'était assez euh, Novateur. révolutionnaire de ce qu'on faisait. Et on était connus, on a fait des tournées un peu partout, à l'étranger aussi pour Musica Viva. Et comme ça, j'avais commencé à composer, je commençais à faire des choses un peu plus théâtrales sur scène. Et je ne sais pas si j'aurais fait ça à cette époque à Paris, me montrer comme ça sur scène, des costumes un peu. Avant Madonna, moi, je portais des soutiens-gorge dans les salles de concert pour être show-off et rigolote. Enfin, donc j'avais Mm. fait des choses très théâtrales. Et si j'avais fait ça à Paris, j'aurais peut-être été rejetée à l'époque, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'était plus classique, peut-être plus Oui, conservateur, en tout cas, oui, l'univers de la flûte. Et ben maintenant, l'heure est venue pour une petite oui, euh, entracte voilà. musicale. OK. Donc, si tu veux nous jouer quelques morceaux, et qu'est-ce que tu voudrais nous jouer? Bon, je voudrais vous jouer un morceau de Claude Debussy. Et c'est un morceau qui est un peu définitif pour les flûtistes. Et il y a deux histoires qui va. Et le morceau s'appelle Syrinx. Syrinx, c'est une nymphe de l'eau dont le père est la rivière. Et le dieu Pont est en train de jouer dans la forêt d'Arcadie. Et il voit cette nymphe, il tombe amoureux, peut-être amoureux. euh, enfin, c'est un coup de foudre. Et il décide d'essayer de séduire cette nymphe. Et la nymphe, elle est terrifiée. Et elle essaie de fuir les bras de Pan. Et puis, quand elle arrive à la rivière, elle se jette dans les bras liquides de son père, la rivière. Et juste au moment là, Pan, il a beaucoup couru. Il est au bout de souffle. Il fait comme ça, et sous les roseaux, il s'aperçoit que son souffle crée un son qui n'a jamais été écouté. Et dans ce moment, la nymphe se transforme, se métamorphose en la flûte à bois qui s'appelle syrinx ou la flûte pompe. Alors, il
Debussy a créé ce très joli morceau qui s'appelle Syrinx. Et je vais vous jouer ça. Debussy a créé ça comme une improvisation, mais en fait, il l'a écrit d'une manière très, très spécifique. Et beaucoup de flûtistes partout dans le monde le jouent, et le jouent comme si c'est un truc à faire n'importe quoi avec. Mais quand je l'ai joué à Paris, j'avais appris ça avec mes profs de flûte. Ils étaient très exigeants de faire exactement ce que voulait Debussy parce qu'il a tout marqué. Et je vais raconter la poème Soufi, Listen to the reed forlorn, crying ever since it was torn. Écoutez la flûte de roseau se plaindre des douleurs de la séparation. Elle pleure depuis qu'elle a été arrachée de son lit de roseau. Elle chante une chanson des douleurs de la séparation et de l'amour. Cette plainte de roseau, c'est un feu, ce n'est point du vent. Qui n'est donc point l'existence, celui qui n'a point de ce feu. C'est le bain de l'amour qui m'inspire et le feu de l'amour qui pénétra la flûte. Merci beaucoup. C'est physique, hein? Ça a l'air physique. Et on le sait déjà, mais par rapport à la guitare ou... Ah oui, bah, je crois que tous les instrumentistes vont vous dire que c'est quand même de l'effort. Ouais. Et c'est vrai quand on est proche comme ça, on sent combien
je dois utiliser la respiration et le souffle et tout ça. Voilà. Hmm. Et c'est aussi difficile de parler aussi longtemps sans se réchauffer, juste prendre la flûte. Normalement, quand j'entre sur scène, j'ai des mots avant, je joue des gammes avant et de juste prendre la flûte. Mais aussi, Alain Marion disait, oui, mais joue comme ça, te fixe, te complexe pas dans la tête de faire plein de machins avant de jouer. Il faut que tu puisses jouer comme ça, prendre la flûte et convaincre les gens qui t'écoutent, euh, comme si tu peux leur parler. Ça doit être aussi facile que parler. Donc, grâce à cette école merveilleuse de l'école Rampal, j'ai cette idée de pouvoir faire, j'ai les lèvres un peu sèches, oui. Je n'étais pas très confortable, mais j'espère que ça ne se voyait pas. Non, ça se voyait pas du tout, je crois. Non, mais merci en tout cas de jouer comme ça à brûle-pourpoint pour Oui. nous. Et Euh, aussi le bruit de la ouais. climatisation, c'est un peu, c'est pas, oui, enfin, c'est pas, C'est pas, je me plains pas. c'est pas le ciné Opéra House, c'est Oui. clair. Donc, mais en tout cas, merci parce que il faut se rendre compte quand même que c'est une chance de pouvoir entendre ça et que tu veuilles bien te soumettre à cet exercice qui est pas facile dans les conditions. Ah ben, je suis très contente. On va passer, nous aussi, on va passer à l'acte 3. Et l'acte 3, God. on va se lever un petit peu. Si- Oui, oui, Et parce que, bon, là, il y a beaucoup de flûtes. oui. euh, Ah, d'accord, et oui. il y a des flûtes dorées, argentées. J'ai même entendu dire que Mhm. tu jouais sur des flûtes en or. Tu as joué sur une flûte extraordinaire. Flûte, Oui. Cette flûte, c'est en or, c'était fabriqué à la main pour moi-même à Boston. Et c'est ma, c'est ma grande amour, cette flûte, mais qu'est-ce que vous allez me demander? bah, il y a beaucoup de flûtes. Oui. Donc, je crois que ça serait intéressant un petit peu Ok. bon, sauf s'il n'y a que des flûtistes dans la salle. Dans ce cas-là, on pose pas la question. Mais voilà, quelles sont les différences Oui. de flûtes? Je vais vous montrer, c'est une flûte bambou chinois et je vais pas jouer un morceau, mais juste pour vous montrer les sons différents. Moi, j'ai à peu près 150 flûtes diverses comme ça, mais les flûtes en or, en argent, j'en ai à peu près 6 ou 7. Mais juste écoutez. Donc, ça, c'est une flûte en bambou qui, on les fabrique pendant plusieurs années, je crois. Euh, Ça, c'est une petite flûte irlandaise. Donc, ça, c'est en cuivre. Et ça, c'est une petite flûte à bec. Voilà. Ça a été le cauchemar de ma vie, ça pendant plusieurs années quand j'étais en France. Surtout quand il fallait mettre le pouce en dessous d'aller toujours en dessous. Hein. Alors celui-là, je le loupais toujours et ça fait. J'en ai ce morceau qui est joué par les enfants partout dans le monde, qui ressemble à ça. Voilà. Alors, une histoire. Il y a 20 ans, j'avais l'opportunité d'acheter une flûte luisante qui est considérée comme le Stradivarius des flûtes. Et cette flûte a été fabriquée à Paris en 1887. Et quand je l'ai acheté avec une tête en ébène parce que c'est vraiment la tête qui aide à faire
une sonorité spéciale pour la flûte et la personne. Et elle avait aussi elle a aussi une tête en argent et en or. Et cette flûte appartenait à un grand flûtiste qui s'appelait Charles Moll. Et il est allé de Paris pour être le premier flûtiste dans l'orchestre à Boston Symphony. Et après un an ou deux, il s'est dit, mais merde, qu'est-ce que je vais faire si ma flûte est cassée? Il n'y a pas de réparateur, il n'y a pas des luthiers pour réparer ma flûte. Et en face des endroits de répétition, des halls de répétition de Boston Symphony, il y avait un joaillier. Et il est entré dans le joaillier. Il a dit, est-ce que vous pouvez copier ma flûte et est-ce que, à la limite, si elle est cassée, vous pouvez peut-être m'aider à la réparer. Et comme ça, voici est née une très grande tradition à Boston de fabricants de flûtes. Et cette flûte a été fabriquée à Boston et c'est l'arrière-grande-fille de cette flûte ici qui était à Boston en 1890 et quelques. Et maintenant, il y a 2 grandes maisons de flûtes. I talk a lot, don't I? Non, je peux supposer la flûte en or. C'est lourd. C'est pas si lourd parce qu'elle n'est pas solide. Hein. On ne fait pas ce coup. On ne jamais faire ça avec les instruments. Ah non, Pardon. non. Pardon. Oui. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd, c'est pas solide, donc voilà. Non, bien sûr. Donc voilà. Très bien. Eh bien, écoute, et tu peux. Mais ta spécialité, c'est quand même la flûte traversière. C'est celle que tu joues, tu fais des concerts. Oui. Et j'ai plein de flûtes et je sais pas, j'ai un don. Et c'est vrai que à Paris aussi, mes profs de flûte disaient que la musique commençait avec la respiration et que c'était venu du même, le verbe inspirer, c'était le même verbe d'être inspiré et de respirer. En latin, c'est le même. Donc l'inspiration vient quand on respire. Et I've lost my train of thought now. Qu'est-ce que je disais? Non, je cherche. Respiration. Oui, mais avant ça, j'ai perdu mon chemin. La question c'était, est-ce que la flûte traversière, c'est ton instrument de prédilection, celui avec lequel tu joues les concerts, etc. Et j'ai toujours pu prendre une flûte et la jouer. Et je crois que peut-être parce que je jouais la flûte à bec quand j'étais très petite. Et pour commencer la flûte traversière, je jouais sur une petite flûte en bois. À l'école, j'étais dans les morceaux militaires pour faire l'assemblée des enfants. Alors, c'est peut-être pour ça, mais j'ai jamais rencontré une flûte que je pouvais pas prendre et jouer là-dessus. Ça fait plaisir. Merci. Je tiens à préciser que toutes les questions et toute ma préparation a été faite avec mon cerveau. Donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle, sauf une question. Donc, j'ai quand même demandé s'il y a une question que je dois poser à Jane Rutter, c'est laquelle. Et voilà la question donc, de ChatGPT. D'accord? What's my favorite color? Non. Alors, la question de ChatGPT, c'est la suivante. Si la flûte disparaissait demain, que feriez-vous de votre souffle? Je crois que je chanterai. J'aime beaucoup peindre et j'aime danser. Donc je chanterai, je danserai, je serai peintre. D'accord. Tu continues dans l'expression, en tout cas, oui. de toi, de ta personnalité. Et je crois que c'est le droit de tous les êtres humains d'être, de se sentir complet en s'exprimant.
Euh, c'est vrai que, excusez-moi, mais je suis très fatiguée. Je cherche mes mots en anglais aussi. Je ne trouve pas l'expression. Ce que je veux dire que d'être satisfait de sa création. Et ça pourrait être, si vous êtes fermier, vous allez élever des vaches, ça pourrait être très créatif aussi. C'est pas qu'il faut être un truc de l'art très haut de gamme, mais je crois que pour quelqu'un tricoter ou cuire ou faire la cuisine, il y a des tas de choses, mais d'approcher cette idée avec une esprit créatif, je crois que c'est le droit de tout le monde. Et j'espère que ma musique et ma manière d'être sur scène encourage à tout le monde de mener une vie comme ça. En tout cas, merci Tienne, tu es parfaite pour le Philo Bistro parce qu'il y a plein de takeaways là, en termes de philosophie de vie. Et moi, c'est Music in My Ears. Tu vas aller te reposer un petit peu. Tiens, je te Oui. propose de t'asseoir là, Oui. avec à côté de Joël. Parce qu'on va faire l'acte 4, qui est une séquence retour vers le futur, avec un petit message de la part de quelqu'un que tu connais bien, qui te connaît bien, qui a travaillé avec toi et qui m'a fait la gentillesse d'accepter ma demande de t'envoyer un petit message. Voilà. Donc on va regarder et puis on se retrouve après. Hi, Jane. It's Dave Davis here. How are you? It's a real pleasure working with you in the past. And you're very funny, kind, and talented. So thank you for those opportunities. And we're very fond memories of that time. I actually saw you the other day. I was watching an old episode of Sale of the Century. And you were lucky dad trying to sell some luggage for like $6. Anyway, hope you're well. Love to you. Bye. C'était mon pianiste dans le film et il habite dans le Queensland maintenant et il est très très doué ce monsieur et c'est vrai qu'il faut que je lui téléphone parce qu'on était très proches et ça fait un bon moment. Merci beaucoup, c'est très gentil. Non, avec plaisir. Donc, il s'appelle David Ribus. Oui. Et ma question, c'est quelle relation as-tu avec les autres musiciens, les gens du monde artistique, les gens du monde musical? Est-ce que tu as beaucoup d'amis ou est-ce que c'est au contraire plutôt compétitif, peut-être plutôt en compétition pour les cachets, etc. Il y a pas mal de concurrence, mais c'est vrai que je trouve que, comme disait mon prof, il y a deux espèces de la musique, la bonne et la mauvaise. Et il y a deux types de musiciens. Ils sont les gens qui veulent montrer leur ego et qui sont là pour même être pour être plus pour ne pas servir la musique. Et il y a les musiciens qui veulent servir la musique, qui sont là comme moi. Oui, je suis très show-off, mais quand je fais de la musique, je le fais pour la musique et on dit servir, oui. Voilà. Pour te mettre au service de la musique. Oui, me mettre au service de la musique et pour rendre hommage à la musique et à la vie. Et on peut jouer une phrase dans la musique et tout de suite, on connaît si vous avez quelqu'un qui est de cet avis de se mettre dans le service de la musique et la vie, ou si la personne veut se utiliser. Oui, voilà. Alors, j'étais très chanceuse parce que la plupart, pratiquement tous, étaient là pour la musique. Et donc, et pas pour jouer très fort et qui est le plus vite et qui peut faire le plus de concerts et gagner le plus d'argent et tout ça. C'est pas ça, c'est autre chose. En tout cas, ce que je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, on ressent une vraie passion, une vraie énergie de ta part, et j'ai l'impression que tu donnes beaucoup, même tout, de toi.
dans cet art, dans cet art de vivre autour de la flûte. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu une charge mentale telle que tu as envisagé tout arrêter, ou en tout cas de mettre une pause à la flûte, ou comme des fois c'est le cas dans tous ceux qui performent au plus haut niveau, que ce soit les sportifs ou les musiciens. Est-ce que tu as connu ce moment, je ne vais pas dire burn-out, mais voilà, c'est un thème. Je sens un peu de burn-out en ce moment, mais pas pour la flûte. Je n'arrêterai jamais parce que la voix de ma flûte, c'est ma meilleure voix. Et c'est la meilleure de moi quand je joue bien. Je pourrais passer, avoir une journée vraiment merdique. mais, et ça se passe souvent. Et je prends ma flûte et j'écoute le son. Et je me sens liée à cette manière d'expression. Et je me dis des fois, thank God I do this. Dieu merci que je joue la flûte comme cela et ça me soulage, ça m'inspire et je ne vais jamais arrêter de jouer. Quelques fois dans ma vie, plutôt quand j'étais plus jeune, j'ai arrêté pendant un mois et ça m'a fait du bien. Et cet été, je croyais que je n'ai jamais attrapé le Covid. J'étais the unicorn qui n'allait jamais l'attraper, puis je l'ai attrapé. J'étais malade pendant un mois et je n'avais pas joué ma flûte pendant un mois. Mais grâce au travail que je fais avec, et c'est ma joie de travailler à ma flûte tous les jours, j'ai repris ma flûte après un mois d'avoir m'arrêté. Et oui, elle chantait et ça a très bien marché et je rattaque. Donc, et vous êtes redevenus amis? Oui, en tout cas, on est proche. toujours amis, Ouais, mais oui, mais je crois que bon, je ne peux pas envisager que je en tout cas, on l'espère, oui, tu t'arrêteras jamais. On va passer à une autre entracte musicale. Si tu veux nous jouer un deuxième morceau. Oui. Et voilà, the stage is yours. Alors, je voudrais jouer un morceau sur le Louis Lot, le Lot. Et vous allez écouter, je vais juste vous jouer, vous allez écouter la sonorité différente des flûtes. Je vais vous jouer une phrase sur la flûte en or. Ça, c'est l'or. Ça, c'est l'argent. Il faut savoir aussi que cette flûte est d'un autre siècle et que je dois la jouer d'une manière assez différente parce que elle est plus petite, elle est pas, elle est pas ce n'est pas une flûte pour la vie moderne, donc je ne dois pas la forcer. Et la même phrase sur avec la tête en ébène. Alors, vous pouvez entendre quand même une grande différence. Ce morceau, c'est un petit morceau du baroque français qui s'appelle le coucou. Ce que j'aime avec la musique française et la musique italienne, c'est qu'il y a cette narrative, cette histoire qui existe dans les harmonies et la musique et les mélodies. Il y a toujours cette intention de communiquer une histoire avec, avec la musique. Alors ça s'appelle le coucou et c'est de Louis-Claude Daquin. Et là-dedans, vous trouverez ce petit oiseau qui chante.
C'est beau ça. Tout ce petit oiseau. Oh là, moi, je l'ai bien entendu, hein, Oui. là, dans le refrain, là. Superbe. Mais merci beaucoup, Jane. On va arriver à l'acte 5, et qui est l'acte final, et qui est un acte qui vous concerne tous, puisque c'est le moment des questions, des questions-réponses. Donc, c'est votre opportunité maintenant de poser toutes les questions que vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas de sujet que ne veux pas aborder. Donc, allez-y. Donc, toutes les étapes, toutes les personnalités, les vies de Jane, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, J'ai habité au collège. toi aussi? Oui. 4 ans. Ah, bah, j'étais là que pendant 1 mois, puis je me suis réinstallée. Oui, une maison du Mexique après, c'était beaucoup mieux pour moi. J'allais faire la révolution là-bas. Ah oui, oui. Alors, oui, j'étais beaucoup mieux avec les Mexicains qu'avec les Anglais. Le côté latin, hein, Voilà. le côté passionné Oui, oui. des Mexicains, j'imagine, hein. Enfin, observation. Jeanne, enfin, j'ai été une britannique, parce que c'était pas aussi pourri que ça. Oh non, c'était pas pourri, mais Non, pour non, moi, c'était j'étais. avec un grand amour, enfin, extérieur, britannique, d'accord. Oui. Non, mais c'était pas pourri, c'était un peu Dickensian pour moi. C'était lourd et c'était pas léger comme endroit. C'était très anglais, un peu Tudor, un peu lourd pour moi. Hmm. À mon état. Ah oui, par contre, Tu les trouvais un peu. Il y avait, Oui, c'était c'est que et aussi c'était un collège, enfin un endroit mixte. Et pour une jeune fille australienne, ça faisait c'était un peu choquant. oui. Marjorie Medwell, une grande harpiste qui a étudié à Paris à la même époque que moi. On était au lycée du conservatoire ici ensemble. Une grande copine à moi et on va jouer dans 2 châteaux en France au mois de septembre et octobre. Donc, merci d'être venue, ma belle. Super. Mais il y a combien de personnes dans le public qui ont habité dans le collège franco-britannique? Ah, oui. Mais levez la main, levez la main. On y a combien? C'est incroyable, ça. C'est quand même. Mais c'est une réunion d'anciens. C'est sympa. On a transformé le monde. Oui, n'est-ce pas? D'autres questions? Allez-y. C'est votre opportunité. Oui. Ah non. Oui, c'est le rouge à lèvres. Ouais, c'est pour la publicité dans les photos, mais normalement, je prends un crayon qui est très sec et je teins mes lèvres. J'avais un directeur Trey quand je faisais des choses cabaret et je passais à la télévision. J'avais un monsieur chorégraphe qui s'en occupait de ma présentation.
Et il m'a dit, il faut que tu portes du rouge aux lèvres quand tu passes sur scène et sur la télévision. J'ai dit, non, non, je peux pas parce que c'est tellement délicat, les lèvres, et si je mets les matières, il m'a dit, moi, je m'en fous de ça. Tu vas chercher un moyen. Alors, j'ai trouvé un crayon très sec et je le fais bien en avant de jouer sur scène. Et comme ça, je teins un peu mes lèvres. Mais si je le mets trop près du concert, ça me prend un moment de me remettre les lèvres dans une sensation confortable. Alors, et une fois, j'avais joué une émission à la télévision live et j'avais mis un joli couleur de crayon et j'ai on m'a téléphoné après l'émission et ils ont dit, c'était à Channel 9, ils m'ont dit, on a eu 30 coups de fil sur quel genre de rouge à lèvres. Et j'ai dit, et la flûte, la manière de jouer la flûte. Alors, ils vont t'acheter quand même, ils vont t'acheter mon disque quand même. Non, non, Ils demandaient quoi, la marque de ton rouge à lèvres? Ouais. Je pourrais vous dire que je viens euh, de rattraper les droits de mon film, Une Australienne à Paris. Je vais peut-être changer de titre et on va peut-être, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je le mettrai sur YouTube ou peut-être, je ne sais pas, maybe en SBS et aussi tous mes disques, je crois que j'en ai fait en fait 25, mais peut-être 20. Ils sont tous sur Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, all those disgusting, dégoûtants qui ont piqué, volé, sont des voleurs parce que nous, les musiciens, on gagnait bien notre vie ou une partie de notre vie avec les ventes des CD et des disques et c'est fini maintenant. On nous donne 0,002 cents pour chaque, je crois que c'est pour chaque album. C'est vraiment, oui, il y avait une époque où je gagnais 70 000 souvent avec un disque et maintenant c'est maybe, I don't know, 100. Mais ce n'est pas grave parce que j'aimerais que vous écoutiez ma musique. Donc, si vous voulez me suivre et écouter, la plupart des disques sont là. Et il y en a des disques qui ne sont plus à vendre et vous pouvez écouter que sur des réseaux digitaux. Donc voilà. Bon, ils ont au moins Mm. ce bénéfice, cet avantage-là. Oui, oui, c'est Pour ça. D'autres questions? Merci, Diane. D'autres questions pour Jane? Allez-y. Surtout ceux qui sont... Qui vient pour la première fois au Philo Bistrot ce soir? Levez la main. Alors, un de vous pose une question. C'est la tradition. Oui. Est-ce que tu as une famille? Je vois un petit garçon. Oui, ce petit garçon, j'ai une famille et ce petit garçon a 29 ans maintenant et il est très musicien et en ce moment il travaille dans les nightclubs, des cabarets, des restaurants et hospitality. Il aime beaucoup ça aussi et j'aimerais qu'il reprenne sa musique. C'est un grand guitariste de jazz et un bon chanteur et compositeur. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Mhm. Mais, j'allais dire quelque chose d'autre. Ah oui, j'ai une série de concerts à Chatswood qui s'appelle Live at Lunch. Et c'est la 13e année que je fais ça. Il y aura encore 3 concerts en septembre, octobre et novembre. Et c'est un lunch hour series. Et c'est entre midi et 13h15. Et vous avez l'opportunité de déjeuner avec les musiciens après. Donc, et c'est sur mon site web. Donc, si vous avez du temps perdu dans la journée, et il faut
se renseigner et venez me dire bonjour après et ça serait très sympa. Très bien. C'est un cancer fabuleux, hein. Je le recommande. Merci, Joël. Oh, non, mais c'est très, très bien. Oui. Et la salle est très agréable. Ah oui, moi je crois que c'est le meilleur salle de concert en Australie. C'est vraiment fantastique. C'est facile d'accès, c'est juste en face de la station. Mm. Là, c'est- Et le métro qui va maintenant, et on peut se garer pas très cher en dessous, et oui, c'est vraiment bien. Mm. Très bien. Donc le live, comment ça s'appelle? Live at lunch. Live at lunch. Je ne suis pas très fan du titre, mais c'est vraiment très, très charmant et je choisis des musiciens qui sont chaleureux comme moi et oui, tout le monde adore ça, donc même moi. Live at lunch at Oui. Chatswood. Oui, oui, Très c'est ça. convivial. Dans la salle de concert au concours. Très bien. Mm. Une dernière question, peut-être? Non? Eh ben, oui. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Ah, je vous en prie, ça fait Jane, plaisir. d'être venue ici ce soir. On a vraiment eu le privilège de te recevoir. Moi, je suis ravi, donc merci beaucoup. Non, je Et vous je en prie, suppose. ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et on espère te revoir bientôt. Tu es la bienvenue à l'Alliance française. J'aimerais et, revenir. C'est vrai que depuis un bon moment, je ne fais que travailler. Je nage tous les matins à Balmoral Beach. Ce matin, j'ai nagé du Point à Lille et back. So, je fais ça les matins et puis je travaille. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense à cette chanson de Pink Martini. Je ne veux pas travailler, mais je ne vais pas commencer à fumer. Donc, et saviez-vous que, enfin, les paroles de cette chanson de Pink Martini, vous la connaissez? Mm. Je veux seulement l'oublier et puis je fume. C'est depuis une chanson de Francis Poulenc qui s'appelle Hôtel et c'est dans un groupe de 3 chansons villageois. Et je ne savais pas ça avant, enfin j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et oui, vive la musique française, n'est-ce pas? Oui. La Très bien. comédie d'info, le solo de Michael. Oui. Mais c'est vrai que, et en parlant de Francis Poulenc, c'est vrai qu'en France, on n'a pas les mêmes barrières. C'est vrai que si j'étais restée en France, je crois que je n'aurais pas fait une expansion dans ma carrière. Mais Francis Poulenc disait, je suis un musicien sans étiquette, qui veut dire que on trouve la bonne musique et il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Et entre ça, il n'y a pas vraiment de genre qu'il faut. Et je crois que c'est la raison pour laquelle que les compositeurs comme Francis Poulenc se permettaient d'aller dans les cabarets et les boîtes de nuit pour apprendre ce qui se passait dans le jazz et tout ça et de mettre ça dans leur classique. Donc, il y avait une espèce de nouvelle frontière toujours. La ville de Paris, surtout, c'est toujours la ville de révolution dans les pensées et les fêtes et les pensées. Oui. Ça se passe aussi dans la rue. Oui, oui. Les rues, les Et fêtes, dans la les tête. pensées. Dans Voilà. la rue et dans la tête. Tout à fait. Merci beaucoup, Jane. Je vous remercie. Et merci à toutes et à tous d'être venus. Le prochain Philo Bistro, c'est le mercredi 2 juillet. Et on recevra un autre grande personnalité qui est un éditeur de Gallimard, Jean-Marie Laclaftine, voilà, qui va nous amener behind the doors at Gallimard. Donc ça promet d'être passionnant. Donc je vous invite à vous Très inviter. bien. Merci beaucoup, Jane. C'est moi.
Thank you for all this No. work that you do. Fantastic. Non, non, non. Non, mais vous avez des Peut-être qu'on peut se mettre peut-être là-bas. Voilà, jamais. Jamais.